merci de me confier ce rôle d'animatrice de ce débat. C'est un grand honneur pour moi et je voudrais présenter mes chers invités, nos intervenants. Donc, j'invite Piotr Arak, directeur de l'Institut économique polonais. Przemysław Gdański, président du Conseil des cadres BNP Paribas Polska S.A. Xavier Ponton. Merci. Xavier Ponton, président du conseil d'administration Air Liquide Polska. Dzień dobry. Gérard Gallet, directeur général d'Auchan Retail Polska. Gérard, est-ce que tu es avec nous? Tu es en mute? Dzień dobry, je suis en mute. Ah, c'est bon. Ça marche pas, là, mon... C'est bon. Ça marche, on a entendu. Et M. Julien Ducarroz, président du conseil d'administration Orange Polska. Bonsoir. Donc, je comprends qu'on est tous là et on peut commencer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais aussi t'expliquer, de demander, mes chers panélistes, de se tenir à la discipline concernant le temps. Donc, nous avons 3 tours de questions concernant nos 3 sujets principaux et chaque de vous aura 3 minutes pour répondre. Et à la fin de partie avec des questions, on va laisser le temps aux participants de poser des questions, donc aux autres participants, à tous nos sociétés membres qui sont présents maintenant avec nous online. Donc, je commence par une constatation que l'économie polonaise est confrontée maintenant à de nombreux défis qui sont devenus encore plus importants en cette période de pandémie. Et au cours de nos discussions d'aujourd'hui, nous aimerions nous concentrer sur 3 sujets. Premier sujet, c'est transition énergétique. Deuxième sujet, c'est la numérisation. Et troisième sujet, les changements qui ont eu lieu dans l'organisation et la culture du travail dans nos entreprises. Ma première question, je vais adresser à Piotr Arak. Monsieur le directeur, en février, nous avons adopté le document politique énergétique de la Pologne 2040. Et ce document définit les directions à suivre pour transformer l'économie polonaise en une économie à émissions faibles ou nulles. Notre pays doit relever de nombreux défis. Premièrement, la nécessité de s'éloigner du charbon. Deuxièmement, de passer à de nouvelles sources d'énergie, notamment l'énergie nucléaire et le développement des sources d'énergie renouvelables. Mais aussi, troisièmement, de réduire les émissions industrielles, d'accroître l'utilisation des carburants alternatifs dans les transports, notamment par le développement d'électromobilité et de l'hydromobilité. Où en est la Pologne à ce stade de processus de transition énergétique? Et quels sont les défis que vous considérez comme les plus urgents? Et deuxièmement, quel rôle les entrepreneurs doivent-ils jouer dans ce processus? Jak długo mogę mówić, bo to jest tak, że... 2 minuty, 3 minuty. No to na wszystkie pytania na pewno będę mógł w bardzo prosty sposób odpowiedzieć. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu w tak szacownym gronie. Ja może skupię się na kilku kwestiach z tego obszaru. Po pierwsze jest tak, że Polska osiągnęła dosyć duży sukces poprzez zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki. To się dosyć radykalnie zmieniło w latach od 2000 roku, czyli jeszcze od kiedy Polska nie była w Unii Europejskiej, aż do 2019 roku. I to jest jedno z dużych wyzwań, które polska gospodarka przeszła. Nadal jednak jest tak, że na jednostkę produktu nasza energochłonność jest
wyższa niż średnia unijna, prawie dwukrotnie, co oznacza, że mamy z tym nadal problem, a to przy transformacji energetycznej będzie też powodowało dosyć istotne wyzwanie dla biznesu. To, co też się udało dosyć radykalnie zmienić, to jednak zmniejszyć wykorzystanie dwutlenku węgla poprzez to, że tak naprawdę jesteśmy na bardzo podobnym poziomie jak w 2009 roku, jednocześnie jednak uzyskując wzrost gospodarczy o 43% w stosunku do 2019 roku do 2019. Mamy teraz nowe cele redukcji emisji, dosyć trudne dla Polski do spełnienia, co wie każdy, kto obserwował proces transformacji energetycznej w innych krajach europejskich. Dzisiaj mamy udział odnawialnych źródeł energii trochę poniżej 13% w całym miksie energetycznym. Przeciętnie w Europie jest to 19%, więc ta luka nadal występuje. Natomiast to, co mi się wydaje z wyzwań, które są najbardziej kluczowe, jest oczywiście to, co się wydarzy z polskim węglem i to, co się wydarzy z polskimi elektrowniami węglowymi, które będą musiały przechodzić przez proces transformacji. Bo jest to łącznie kilkaset tysięcy miejsc pracy gwarantowanych przez ten sektor. Jest to niesamowite wyzwanie społeczne, przez co też Polska jest jednym z największych beneficjentów Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. My otrzymujemy prawie 4 miliardy euro, które ma wspierać te regiony, które są najbardziej możliwe, mogą sobie najgorzej poradzić w tym procesie. Natomiast często moim zdaniem marginalizowanym problemem, a bardzo ważnym, związanym właśnie z kwestią odchodzenia od węgla jest jednak kwestia termomodernizacji i tego, że w Polsce termomodernizacja, walka z ubóstwem energetycznym to tak naprawdę są bardzo powiązane elementy, bo jeżeli uda nam się wykorzystywać mniej energii, to tak naprawdę problem związany z transformacją energetyczną będzie o wiele mniejszy. No i pozostaje kwestia, skoro mam tak mało czasu, żeby odpowiedzieć też na to, o rolę firm i co w takim procesie, przy tak najważniejszym wyzwaniu, którym mają przed sobą nasz kraj, gdzie jest tutaj miejsce dla biznesu, bo na pewno jest, ale w dużej mierze dla sektora publicznego. To, co moim zdaniem jest bardzo ważne, to proces, po pierwsze, budowania przewag konkurencyjnych w sektorze OZE. My mamy bardzo wiele zespołów projektowych, które pracują w Europie Zachodniej, będą teraz miały szansę do tego, żeby się rozwijać także w naszym kraju. A dosyć dużym wyzwaniem biznesowym w perspektywie 2030 roku jest wykorzystanie wodoru szarego, czyli technologii wodorowych, które w transporcie będą pewnie wykorzystywane w Unii Europejskiej, a Polska jako jeden z dużych producentów i mający dosyć rozwinięty sektor przemysłowy, chemiczny, jest w stanie w tym obszarze być dosyć konkurencyjnym krajem i jednocześnie dzięki temu też zasilać dodatkowych inwestorów w tym obszarze. Sektorem, który też się będzie w Polsce rozwijał i moim zdaniem jest bardzo ciekawy, jest obszar biomasy. To także jest coś takiego, będziemy mieli biometanownie rozwijane przez PGNiG, ale jest to też miejsce, w którym będą działały inne sektory. I też będzie można zaangażować biznes prywatny. To są najważniejsze rzeczy, o których mogę powiedzieć dla sektora prywatnego i tu postawię kropkę. Merci beaucoup pour votre réponse. On reviendra encore au biogaz et avec les questions pour les autres panélistes. Maintenant, je voudrais m'adresser à Julien Ducarroz avec les questions concernant l'importance de l'environnement et le climat dans les opérations quotidiennes des entreprises. Je voudrais demander, est-ce que, peut-être c'est une petite provocation, est-ce que Orange veut-elle maintenant être plus verte qu'Orange? Et comment abordez-vous des questions concernant l'environnement et le climat dans votre organisation? Et quel est votre avis? Qu'est-ce qui attend les entrepreneurs polonais de l'administration
polonaise pour réussir la transition énergétique. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Chers collègues. Pour Orange, donc Orange, on a des ambitions actées au niveau du groupe, mais aussi localement, où on va devenir en 2040, qui est 10 ans plus tôt que les accords de Paris, on va être neutre sur le carbone en 2040 sur les 3 scopes du plan. Pour être plus concret, parce que 2040, c'est évidemment un peu loin, 2025, on veut réduire de 60% nos émissions. Et le grand défi qu'on a avec l'industrie, c'est que nous, 90% de notre émission vient de l'énergie. On est un secteur qui, principalement, quand on parle d'émissions, 90% vient de l'énergie. Donc, évidemment, la source d'énergie pour nous est fondamentale pour réussir notre plan. On a commencé l'année passée à acheter de l'énergie renouvelable sur des contrats de PPA. On a 10% aujourd'hui de notre énergie qui est sourcée à travers ces plans-là. Donc pour nous, la réussite de nos ambitions passera par la mise en place qu'on espère dans les prochains mois, années, notamment à travers le plan de relance européen, la disponibilité de PPA pour nous. Donc, le premier gros point pour nous, c'est l'énergie. On peut faire plein d'autres choses, mais si on n'arrive pas à sourcer de l'énergie renouvelable, le plan sera à la marge une réussite. Après, on a évidemment l'efficacité de nos équipements. Donc ça passe par les nouvelles technologies, dont la 5G, où on a plus de trafic, mais on est capable de mieux gérer l'utilisation de nos logiciels et des antennes, qui permettent de réduire la consommation d'énergie. Et après, il y a aussi tout ce qui est mis à disposition de vous, clients, entreprises ou privés, qui sont les smartphones, qui sont pour nous aussi un enjeu important, où on va développer de plus en plus des économies circulaires pour récupérer, rénover et revendre les devices. Il y a énormément de smartphones sur le marché. Beaucoup de gens gardent de manière nostalgique leur smartphone dans leur tiroir. Et c'est quelque chose qu'on veut adresser parce qu'on est la source de cette, entre guillemets, pollution à long terme. Après, je pense que pour une entreprise, on le voit parce qu'Orange, pour répondre à votre question, on a un plan en interne qui s'appelle Orange Go Green, où on a ces ambitions que je vous ai parlé de 2025 et 2040. Mais je pense que c'est fondamental pour une société aujourd'hui, surtout pour une corporate, d'avoir parmi ses priorités, et pour nous c'est une de nos 5 priorités, nos ambitions sur le vert, enfin, sur les énergies, sur l'impact qu'on a sur l'environnement. Je pense que c'est un facteur d'engagement pour les employés. On le voit depuis qu'on a lancé le plan, ça fait à peu près 6 mois, que c'est pour recruter les jeunes, c'est fondamental. Ils demandent aux sociétés quels sont vos engagements, quelles sont la responsabilité de la société. Donc, je pense que au-delà on va dire, des engagements qu'on a pris, il y a aussi une partie qui est la pérennité de la société pour l'engagement des nouveaux talents qui doivent être axés sur un axe qui comprend le vert. Et après, je pense qu'aussi que nous, en tant qu'acteurs, grâce à notre technologie, on est capable d'accompagner et d'aider les sociétés à être plus verts, notamment à cause de toute la connectivité, ce qu'on appelle le IoT, donc qui est le Internet of Things, qui permet d'avoir des senseurs partout pour améliorer la consommation à titre privé. Ça peut être pour l'énergie à la maison, pour être sûr que vous avez la bonne température. Donc ça se fait à travers la technologie et plus simplement avec, on va dire, une prise de température et un réglage manuel. Donc ça, c'est un exemple. Et il y a aussi pour tout ce qui est les gouvernements ou les villes, tout le domaine des smart cities,
qui permet d'avoir ce qu'on appelle des villes intelligentes qui sont, grâce à la 5G, grâce à la fibre, vont être capables de gérer l'énergie, le trafic, les ordures de manière automatisée, qui va réduire l'impact sur l'environnement. Merci beaucoup. C'est extrêmement intéressant. Malheureusement, on ne pourra pas développer tous les sujets comme on voudrait aujourd'hui. On aura faim pour le futur. Maintenant, je voudrais poser la question à quelqu'un qui pourra éventuellement financer tous ces investissements, parce que ça va prendre sûrement beaucoup d'argent. J'ai la question à Przemek Gdański. Monsieur le Président, depuis plusieurs années, en plus de la mise en œuvre de projets verts en interne, vous avez établi des normes vertes en matière de financement et vous avez cessé de financer des projets à forte empreinte carbonique. Donc, pourquoi vous avez décidé de participer au processus de transformation écologique de Pologne? Et deuxièmement, comment cette approche s'est-elle traduite dans la structure de portfolio de vos clients? Dziękuję za to pytanie. Odpowiedź jest zasadniczo prosta. Uważamy, że bank taki jak nasz musi odegrać istotną rolę w tej transformacji, musi zachowywać się odpowiedzialnie i musi inspirować innych do podobnego działania. My rzeczywiście już kilka lat temu powiedzieliśmy głośno, publicznie, oficjalnie, że nie będziemy finansować węgla, nie będziemy finansować elektrowni, które są zasilane węglem, natomiast z dużym animuszem, z dużą pasją finansujemy projekty, jeśli chodzi o OZE. I tam tą aktywność możemy podzielić na przynajmniej dwa kierunki. Jeden to finansowanie dużych projektów, głównie w Polsce w tej chwili opartych o farmy wiatrowe, które wytwarzają energię z siły wiatru, a na drugim biegunie finansowanie instalacji fotowoltaicznych dla indywidualnych konsumentów, prosumentów. I w obu tych kategoriach zwiększamy wolumen finansowania. Ja wspomnę o instalacjach fotowoltaicznych, bo to jest bardziej rozproszone i chyba bardziej interesujące. My w zeszłym roku sfinansowaliśmy 10 000 takich instalacji. W samym tylko 2020 roku podwoiliśmy ilość tego typu transakcji. Bardzo silnie rośnie wolumen finansowania zielonego, jak je często nazywamy. To nie są tylko projekty energetyczne, to jest tak zwana zielona hipoteka, która ma charakter taki, że w przypadku domów energooszczędnych warunki finansowania są preferencyjne w stosunku do alternatywnych i oczywiście ten portfel produktów zielonych, jakie żargonowo nazywamy, będziemy systematycznie zwiększać. Natomiast ważne jest, i o tym chciałem krótko wspomnieć, żeby również od wewnątrz organizacja się zmieniała i dawała przykład innym, a równocześnie edukowała zarówno swoich ludzi, jak i swoich przyjaciół, partnerów biznesowych. My kupujemy w tej chwili 100% energii ze źródeł odnawialnych i my wiemy dokładnie, gdzie ta energia jest produkowana. Wychodzimy z papieru na rzecz podpisu elektronicznego. W zeszłym roku blisko 300 000 dokumentów podpisaliśmy elektronicznie, unikając papieru i tak zwanego mokrego podpisu, co również w czasie pandemii ma niebagatelne znaczenie. Nie ma u nas plastiku, ale za to są pszczoły na dachach naszych budynków centralowych. Także trzeba iść wielowątkowo. To jest fundamentalne wyzwanie dla nas wszystkich. Musimy działać odpowiedzialnie i najlepiej łącząc siły, żeby być jeszcze bardziej skutecznymi. Dziękuję bardzo. Merci beaucoup. Merci pour le respect du temps. Maintenant, je voudrais poser la question à Xavier Ponton. Vous représentez la société Air Liquide qui se spécialise dans l'exploitation des gaz industriels. Donc, on revient au biogaz, CO2, hydrogène. Je voudrais demander comment, pour vous, en tant qu'expert, ces molécules pourront jouer dans la transformation énergétique. Comment la Pologne peut-elle utiliser pour atteindre ses objectifs en matière d'économie à faible émission de carbone? Et en fait, peut-être ça va être la suite des questions en fait, développées déjà un tout petit peu par M. Arak. Oui, bonjour. Donc, monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, cher Fabrice, cher Monica, merci Johanna pour cette question.
Donc, je vais reprendre un petit peu des thèmes qui ont déjà été abordés par les autres panélistes, effectivement, en particulier Piotr, Epchemek et aussi Julien. Donc déjà, bon, les trois gaz, que ce soit le CO2, que ce soit l'hydrogène et le biométhane, vont jouer un rôle primordial dans la transition énergétique. Donc, on peut déjà commencer par le CO2, donc, qui est un des éléments primordiaux de la déréglementation climatique, même si ce n'est pas le seul gaz, on pourrait parler aussi du méthane. Mais si on revient sur le CO2, il convient donc de réduire son émission pour diminuer les effets sur l'effet de serre. Donc, il y a différents moyens pour diminuer les émissions de CO2. Donc, on en a parlé. Tout d'abord, il y a l'efficacité énergétique au sens large, qu'on peut avoir au niveau des bâtiments, au niveau de chacun. D'ailleurs, on a tous un rôle à jouer là-dedans, mais aussi au niveau des industries et du transport. Donc, il y a des actions qui doivent être menées sur ce point, et en particulier en Pologne. L'Europe a des ambitions très fortes sur ce point. Au niveau du CO2 aussi, donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a besoin, donc, on peut aussi diminuer le CO2 en capturant le CO2 à la source. Donc, ça, c'est des solutions technologiques qui sont disponibles aujourd'hui, qui sont mises en œuvre dans différents pays au niveau mondial et que nous, on espère bien développer au niveau polonais. Et aussi, bien entendu, diminuer les émissions de CO2, c'est aussi utiliser des énergies qui sont non fossiles et à partir de là, qui viennent soit d'électricité renouvelable, que ce soit de l'éolien, que ce soit du photovoltaïque. Et donc, c'est un ensemble de projets qui sont aujourd'hui en cours de déploiement au niveau de la Pologne, et Piotr en a parlé tout à l'heure. Après, donc, si on parle de l'hydrogène, c'est la molécule magique, on va dire, c'est la molécule dont tout le monde parle actuellement. Il y a beaucoup de buzz autour de l'hydrogène, et c'est vrai que cette molécule, elle a beaucoup d'avantages. Donc, tout d'abord, c'est H2, donc il n'y a pas de C dedans, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de carbone. Donc, la combustion de l'hydrogène n'amène pas d'émissions de CO2 directes. Donc, ça, c'est un des avantages primordiaux de l'hydrogène. Il ne faut pas la brûler, cette molécule, parce qu'elle a d'autres avantages aussi. Quand on va la combiner avec de l'oxygène dans une pile à combustible, elle va permettre de libérer un petit électron, et cet électron va produire de l'électricité. Et donc, cette électricité, elle va pouvoir alimenter, par exemple, la mobilité. Donc, on parle de l'utilisation d'hydrogène aujourd'hui dans des applications bus, dans des applications camions, dans des applications trains, ferroviaires. Et ça, c'est aussi des projets potentiellement sur lesquels la Pologne va pouvoir se développer à moyen terme. L'hydrogène aussi, elle a d'autres avantages. Elle a un côté réducteur. Donc, je ne vais pas rentrer dans un phénomène chimique un peu compliqué, mais en tout cas, elle va pouvoir remplacer l'utilisation du coke au niveau de la production d'acier, par exemple. Et donc, là aussi, pour cette industrie, limiter les émissions de CO2. Donc, elle a plein d'avantages, cette molécule. Et un avantage primordial, c'est sa capacité à stocker l'énergie excédentaire. On parle de l'hydrogène comme étant une brique essentielle du déploiement des énergies renouvelables, que ce soit le photovoltaïque ou l'éolien. À des moments de l'année, à des moments, on va avoir un excédent d'énergie qu'il va falloir stocker. Et l'hydrogène, on va pouvoir stocker l'énergie sous forme d'hydrogène en prenant cette énergie électrique excédentaire, en cassant la molécule d'eau et en stockant cet hydrogène pour pouvoir ensuite le valoriser plus tard dans le transport ou dans des schémas industriels. Il y a énormément de projets aujourd'hui en discussion au niveau de la Pologne. Alors, bien entendu, quand on parle de l'hydrogène aujourd'hui, on parle de sa production. Sa production aujourd'hui, elle n'est pas vertueuse, elle est basée sur le gaz naturel. La Pologne est un gros producteur d'hydrogène, on parle du 4e ou 5e pays mondial en termes de production. Donc, c'est un gros producteur aujourd'hui, mais principalement à partir d'énergie fossile et à partir de gaz naturel. Donc là, une transition doit s'opérer. Donc, il y a différents types de procédés qu'on peut mettre en œuvre, en particulier l'électrolyse de l'eau. Donc, on prend une quantité d'eau, on casse la molécule H2E en deux, on produit une partie d'oxygène et une partie d'hydrogène vert à partir d'électricité renouvelable. Ça, c'est un premier mode de production. Le mode de production qu'on a aujourd'hui, il est émetteur de CO2. Comme je le disais tout à l'heure, on peut aller capter ce CO2 à la source et aller le séquestrer pour pouvoir le mettre sous terre et donc éviter son émission au niveau de l'atmosphère. Donc ça, c'est aussi un mode possible. Et puis après, il y a un troisième mode pour réduire en fin de compte l'émission de CO2 liée à la production d'hydrogène, c'est l'utilisation du biogaz, on en a parlé tout à l'heure. Le biogaz va jouer un grand rôle en Pologne. Donc le biogaz, c'est quoi? C'est de la composition de la matière organique pour produire un gaz, principalement du méthane, mais qui est produit de façon vertueuse et qui va pouvoir alimenter différents types de procédés industriels, voire même le transport, mais qui va aussi servir à produire de l'hydrogène vert pour l'industrie polonaise. Et on en a parlé tout à l'heure. La beauté de la Pologne, c'est aussi que la Pologne, c'est un grand pays agricole, et donc il y a beaucoup de déchets qui sont disponibles en Pologne qui vont pouvoir participer à la production de biogaz. Alors pour tout ça, c'est important de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur de ces molécules. Et donc, il faut maîtriser les technologies
Et nous, Idea Active, on a la prétention de maîtriser ces technologies-là et de les mettre au service de l'industrie polonaise. Merci Xavier, c'est très intéressant et on a appris énormément de choses. Maintenant, j'ai la question qui concerne un autre secteur, plus traditionnel. Et Gérard, je vais poser cette question provocante. Est-ce qu'un secteur aussi traditionnel que le retail peut contribuer à ces objectifs de l'économie basse carbone? Monsieur l'ambassadeur. Monsieur le ministre, chère Monica, chers tous. Un secteur traditionnel, effectivement. Et donc, je vais me permettre un peu de répondre au nom de toute la distribution d'abord, puisque la distribution est excessivement concernée par toutes ces mesures. Nous sommes de très gros consommateurs d'énergie, notamment pour la distribution alimentaire avec nos meubles froids qui utilisent beaucoup de gaz, comme vous le savez, mais nous faisons aussi énormément de transport et beaucoup d'emballage. Donc oui, toute la distribution participera, s'est engagée aux accords de Paris et donc je ne vais pas m'avancer pour mes collègues, mais bien évidemment dans toutes leurs entreprises, divers comités ont été créés et je peux par contre vous parler un peu plus bien évidemment d'Auchan. Nous avons créé donc un comité climat au niveau du corporate. Si je reprends les 3 points que je vous citais sur les transports, on est en train effectivement aussi de discuter avec les équipes d'Air Liquide pour avoir des camions à hydrogène peut-être, bon, des choses comme ça. On va réduire, alors là c'est plus pour la Pologne, de 10 millions de kilomètres en 3 ans. Ça fait un gain de 8792 tonnes de carbone. On a des camions pleins. Alors, vous pourriez me dire, tiens, avant, vous étiez quand même un peu idiot de ne pas avoir des camions pleins. Certes, néanmoins, voilà, ce sont des sujets sur lesquels on fait attention. On met plusieurs clients dans un magasin. On va ouvrir en Pologne également un entrepôt en Silésie qui va nous faire gagner là aussi 5800 tonnes de CO2. Donc voilà, tout ce pavé transport est très important. Le pavé énergie également, donc comme beaucoup de mes collègues, nous avons déjà acheté pour 2022, Auchan Pologne a déjà acheté l'entièreté de l'énergie en énergie renouvelable. Donc on sait que ça c'est acté. Et on a acté également qu'à partir de 2023, on veut bien évidemment utiliser nos toits. Vous savez qu'on a des grands toits, on a des grandes surfaces, donc on peut y mettre un tas de choses. Et donc c'est en appel d'offres, c'est en pleine réflexion. On pourra avoir à partir de 2023 de l'énergie produite directement sur nos toits. Et enfin, le dernier pavé qui est néanmoins important, je vais revenir sur l'énergie avec l'éclairage. On a changé, comme partout, tous nos éclairages en éclairage LED. Alors, c'est un détail, mais c'est énorme. Je n'ai pas le montant, mais on doit être aussi dans les 5000 tonnes d'économie sur le LED dans nos magasins et sur les parkings aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites du côté de l'énergie. Et enfin, sur l'emballage et tout le plastique, donc là, on est très, très touché parce que, comme vous le savez, l'emballage, il y a l'emballage ménager, il y a l'emballage de stockage, l'emballage de transport, l'emballage de distribution, l'emballage de caisse. Ça représente les produits qui sont en plastique, ça représente énormément de volume. Et je vais vous donner juste deux petits exemples. Les sachets de thé d'infusion, vous connaissez bien, on a changé ces sachets qui étaient en plastique, on les a changés par des sachets en papier. Donc pour tout Auchan, c'est une économie, c'est pas grand-chose, mais c'est 25 tonnes d'économiser, c'est 70 millions de sachets qui vont passer de plastique à papier. Donc 25 tonnes d'économiser là. Et le deuxième exemple que je citerai, c'est des barquettes. Vous savez, ces fameuses barquettes que vous connaissez en boucherie, en poissonnerie, ces barquettes blanches, très classiques, qui sont là depuis 40, 50, 60 ans. Elles ont été changées, et ça a commencé en France, ça va venir ici,
par des barquettes biodégradables, alors qui certes coûtent un peu plus cher, mais l'économie est fantastique puisque c'est 1100 tonnes d'économisées sur 55 millions de barquettes. Et qui plus est, nous permet également d'ajouter une journée de vente sur le poisson puisque cette barquette est plus appropriée pour nous. Voilà ce que je peux vous dire pour le secteur. Merci Gérard. Merci Gérard. Maintenant, je vais un tout petit peu utiliser le charme de choses qui se passent en live et je vais changer l'ordre. Je voudrais poser la question à Przemek Gdański avant les autres parce que Przemek a d'autres obligations, il voudra malheureusement nous quitter. J'ai la question concernant déjà la numérisation. Donc, on sait très bien que les Polonais utilisent volontairement les solutions numériques proposées par les banques depuis de nombreuses années. On peut dire que dans ce domaine, le secteur bancaire, il était toujours avant-garde des changements qui se sont passés après dans d'autres industries. Et toutes les solutions qui ont été largement utilisées par les Polonais pendant la pandémie, comme les paiements en ligne ou l'accès en ligne au compte, fonctionne très bien et il fonctionnait très bien aussi avant la pandémie. Donc, la question, la pandémie a-t-elle été le catalyseur de solutions supplémentaires dans le domaine de numérisation des services bancaires? Et est-ce que transmettez-vous aussi au sein de votre groupe bancaire les solutions numériques déjà implantées en Pologne à d'autres pays? Pierwsze warto powiedzieć, że polska bankowość od lat jest bardzo innowacyjna i bardzo technologicznie zaawansowana. Według badań Deloitte z tego roku Polska jest na 4. miejscu, jeśli chodzi polska bankowość, jeśli chodzi o poziom digitalizacji i cyfryzacji. Więc dla banków w Polsce, polskich i międzynarodowych jak nasz, to nie było niczym nowym. Myśmy realizowali bardzo ambitny program transformacyjny. Natomiast co ciekawe, pandemia pozwoliła nam przyspieszyć. Po pierwsze dlatego, że uznaliśmy, że wszelkie inne projekty są mniej ważne niż poprawienie jakości doświadczenia cyfrowego naszych klientów, jak i automatyzacji procesów wewnętrznych. Po drugie, nagle się okazało, że mimo pracy zdalnej, wyeliminowawszy dużą część procesów biurokratycznych, które z reguły nam przy projektach towarzyszyły, a tu po prostu były niemożliwe, jesteśmy w stanie robić szybciej i więcej. I jak twierdzą moi koledzy, choćby z IT, zrobiliśmy w parę miesięcy tyle, ile normalnie prawdopodobnie zrobilibyśmy w 2 lata, więc to przyspieszenie niewątpliwie było. A drugi wątek, o którym chciałbym wspomnieć, to wdrażanie rozwiązań bardzo dopasowanych do uwarunkowań pandemicznych. I tu chciałem wspomnieć o naszym partnerstwie z Booksy. Pewnie niektórzy z Was znają tę aplikację, która służy do tego, żeby umawiać się do fryzjera czy do kosmetyczki, a myśmy wspólnie z Booksy stwierdzili, że zastosujemy ich rozwiązanie do umawiania spotkań w naszych placówkach, po to, żeby nasi klienci nie musieli czekać na zewnątrz z uwagi na obostrzenia pandemiczne, tylko mogli być od razu przez właściwego doradcę szybko i kompetentnie obsłużeni. Natomiast ta przygoda digitalizacyjna, ona się nigdy nie kończy. Tu postęp dokonuje się w zasadzie każdego dnia. Cieszę się, że banki w Polsce są na tak dobrym poziomie i na pewno będziemy się poprawiać jeszcze i rozwijać w dalszym ciągu. Ja rzeczywiście muszę wszystkich Państwa przeprosić i oddalić się, żeby spełnić inne podjęte wcześniej zobowiązanie. Także życzę super udanej debaty do końca i w ogóle udanego wydarzenia pod każdym względem. Dziękuję bardzo. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et en fait, je reviendrai maintenant à Piotr Arak. Et donc, on est à la numérisation. Je voudrais vous demander, est-ce que vous confirmez tout ce que a dit président Gdański? Et j'ai encore une autre question. Est-ce que vous pouvez nous dire quel rôle la Pologne peut-elle jouer dans cette course au numérique et quelle est sa position par rapport aux autres pays du monde et peut-être plus petits de l'Europe? Ja może będę trochę bardziej sceptyczny, jeżeli chodzi o sam proces cyfryzacji, ponieważ my badaliśmy jeszcze jesienią zeszłego roku, już po iluś miesiącach pandemii,
To oczywiście duże przedsiębiorstwa, prawie 40% z nich deklarowało, że zwiększyło proces inwestycyjny w cyfryzację, w nowoczesne technologie. Drugie 30 parę procent mówiło, że utrzymuje ten poziom inwestycji z poprzedniego okresu, natomiast pamiętając o firmach małych i średnich, to znacznie mniej, bo około 20% deklarowało inwestycje, które dokonywałyby w zakup nowych technologii. I co jest o tyle istotne, to dużą barierą jest świadomość wśród biznesu w Polsce, ponieważ 43% firm, które badaliśmy, mówiło, że jest to moda, która przeminie, czyli podchodzili do biznesu w sposób, który czasem pojawiał się w Europie Zachodniej i mniej mieliśmy tych przedsiębiorstw, czyli była większość tych przedsiębiorstw, która nastawiona jest na to, że cyfryzację trzeba przeprowadzić, ale rzeczywiście jest tak, że dużo polskich, małych i średniej wielkości firm nie traktuje tego jako najważniejszego elementu rozwojowego, co też potem sytuuje Polskę relatywnie nisko w rankingach tych międzynarodowych, czy to robionych przez Komisję Europejską, czy przez inne instytucje. My według tego wskaźnika rozwoju cyfrowego zajmujemy 23 miejsce na 27 krajów unijnych. Biorąc pod uwagę wszystkie te obszary, no Francja jest na przykład 15, wyprzedzamy Włochy, więc można powiedzieć, że z krajów Europy Zachodniej przynajmniej jedno jest za nami, natomiast no nie jest to może zbyt istotny powód do dumy. To, co wydaje się rozwijać dosyć szybko i to w okresie pandemii, jest jednak uptake usług cyfrowych. To jest tak, że dzisiaj już mamy prawie 10 milionów Polaków z tak zwanymi profilami zaufanymi, korzystających z usług cyfrowych. Zamknięte urzędy sprawiły, że jednak częściej Polacy zaczęli korzystać z możliwości kontaktu z urzędnikiem i też umawiania wizyt przez internet. Tak samo telemedycyna, która w Polsce, ja akurat wiele raportów na ten temat pisałem w przeszłości, nie zagościła. Okazało się, że może nawet funkcjonować w publicznej ochronie zdrowia, która, pamiętajmy, jest jedną z najtańszych też w relacji do wydatkowanych pieniędzy do PKB. No i to jest taki element unowocześniający i pandemia tutaj okazuje się być dosyć intensywnym katalizatorem. Natomiast tak z perspektywy czysto biznesowej, tego co jest szansą rozwojową dla naszego kraju, Polska jest dzisiaj większym eksporterem usług niż jest nawet towarów. Państwo i część Państwa o tym wie, bo jakby jest bardzo dużo inwestorów także w centrach usług biznesowych z kapitałem francuskim. To jest sektor zatrudniający przeszło 360 000 pracowników według pierwszego kwartału 2021 roku. Jego wartość wzrosła o 10% w ciągu roku pandemicznego, w którym gospodarka polska skurczyła się o 3%. No a inwestorów mamy na razie gdzieś w 6% tych usług wspólnych i jakichś 7% zatrudnienia. To, co jest ważne, że to też są software house'y, z których spodziewamy się spin-offów, czyli firm, które powstaną z zaukładanych przez inżynierów, firm technologicznych, które pewnie też będą w bardziej obszarze nowych technologii obecne, podobnie jak Booksy, które powstało w Polsce i obecnie ma swoją obecność w innych krajach. Na razie jeszcze tych przedsiębiorstw jest mało, ale wydaje się, że to jest baza tych profesjonalistów, która pozwoli budować przewagę komparatywną w kolejnych latach, czyli od pesymizmu do odrobiny optymizmu. Dziękuję. Optimisme. Merci beaucoup. Donc, si on parle des investissements, il faut absolument qu'on revienne vers Orange. Je voudrais poser la question à Julien Ducarroz. Comment les investissements réalisés jusqu'à présent par Orange s'inscrivent-ils dans le plan de révolution numérique de notre pays et comment Orange voit-il son rôle dans ce processus? Merci. Je dirais qu'il n'y a pas de digitalisation sans infrastructure. C'est-à-dire que malheureusement ou heureusement pour nous, on ne peut pas digitaliser sans avoir une infrastructure et une infrastructure de qualité moderne. Et quand on parle d'infrastructure moderne, on parle de fibre aujourd'hui. Donc la fibre pour Orange,
Aujourd'hui, on a 5 millions de foyers. On parle de foyers, mais bon, c'est les appartements, des entreprises, des maisons qui sont raccordables en Pologne, qui correspond à 10 milliards de zloty d'investissement qu'on a fait depuis 2015 dans la fibre. Et comme on l'a annoncé, vous l'avez rappelé, on a annoncé la semaine passée la signature d'une joint venture avec un fonds d'investissement, un fonds de pension hollandais pour déployer dans les 5 prochaines années 2 millions supplémentaires de foyers qui seront raccordables par la fibre. Donc ça, c'est le premier point sur la fibre. Après la fibre, il faut aussi souligner et saluer les efforts du gouvernement d'avoir mis en place des plans de financement pour les zones qu'on appelle zones blanches dans certains pays, qui sont en fait des zones où les opérateurs économiques n'iraient pas en premier lieu pour des questions de rentabilité. Donc, à travers des aides d'État, c'est des projets qui sont faits, qui ont été réalisés les 5 années passées et on a bon espoir que dans le cadre du plan de relance, il y aura des nouvelles opportunités auxquelles Orange souhaite participer pour déployer aussi de la fibre dans les zones plus reculées ou à densité moindre en termes d'habitation. Donc ça, c'est le premier point, l'infrastructure. Et l'infrastructure dans le futur passera aussi par la 5G. Qui est complémentaire à la fibre. Je ne pense pas que la fibre ira dans chaque foyer polonais à l'horizon de 2025. Donc, ça sera complémentaire avec la 5G, qui est la prochaine génération de technologie mobile qui donne une vitesse qui est probablement de l'ordre moyenne assez proche de la fibre, mais la fibre elle reste supérieure en termes de connectivité et notamment de temps de réponse entre l'envoi et la réception du signal. Donc là, le point de la 5G, c'est un point assez critique parce qu'on est plutôt en retard en Pologne. En termes de publication des fréquences et donc c'est un peu sujet, si vous suivez l'actualité, à des sujets de cyber security qui doivent être publiés afin de pouvoir démarrer le processus d'attribution des licences. Donc la 5G et la fibre, très important pour nous. Après, nous aussi, on a un rôle d'accompagner les entreprises. Donc on a tout un secteur où on a plus de 2000 personnes qui sont des ingénieurs informatiques qui donnent de l'aide aux sociétés pour les accompagner dans leur transformation numérique. Et je dirais le troisième point très important, c'est l'inclusion digitale pour Orange à travers notre fondation où on a tout un programme. On a notamment initié les professeurs pendant la pandémie. 75 000 professeurs polonais ont participé au séminaire d'Orange, de la fondation d'Orange, pour les aider à être plus à l'aise avec les outils digitales. Et je pense qu'aussi on va jouer un rôle dans des offres sociales pour que tout le monde ait accès à l'Internet à haute vitesse, parce que ça sera un enjeu du futur. Tout le monde doit avoir accès à Internet. On le voit bien aujourd'hui, l'éducation, le monde professionnel en dépend. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas connecté, malheureusement, beaucoup de choses ne vont plus être accessibles. Donc, on aura un rôle sociétal, Orange, à travers notre fondation, d'aider les populations plus vulnérables à ne pas, on va dire, manquer ce train de la digitalisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je peux officiellement le dire, on passe au dernier, troisième volet de notre panel. Je reviens vers Piotr Harak et en faisant la transition entre Internet et l'organisation de travail, parce que sans Internet maintenant, on ne pourrait même pas travailler. Donc, il y a le changement d'organisation du travail, il y a le changement dans le lien entre l'employeur et l'employé. Et on voit qu'il y a des changements de culture de travail, en particulier dans le secteur des services et des services B2B. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui restera avec nous après la pandémie et qu'est-ce qui
Qu'est-ce que la législation, est-ce que la législation suit ce changement? No, przede wszystkim Polska i to Państwo, którzy reprezentujecie sektor usługowy, szczególnie macie tego świadomość, jest to, że w Polsce rozpowszechnienie pracy zdalnej nie jest możliwe w takim stopniu jak w Europie Zachodniej ze względu na trochę inny charakter zatrudnienia w gospodarce naszego kraju. W OECD pracować zdalnie mogłoby nawet 1/3 pracowników przeciętnie, czyli wśród grupy państw najbardziej rozwiniętych. W Polsce w szczycie pierwszej fali to było zaledwie kilkanaście procent osób, które pracowały zdalnie, pracowały z domu, nie były w miejscu pracy, nie korzystały z przestrzeni biurowej. To ze względu jest związane z tym, jak bardzo inna jest ta struktura zatrudnienia w produkcji, w logistyce, budownictwie, rolnictwie, ale też w handlu detalicznym i w usługach, które no, zwyczajnie w świecie pracować w ten sposób działać nie mogą. I to jest jedna z tych zmian, która wydawałoby się, że szybko się przeistoczy i my rzeczywiście będziemy wszyscy pracować zdalnie, ale tak naprawdę realnie w ten sposób może funkcjonować tylko jakaś część pracowników sektora usługowego, zwłaszcza tych białych kołnierzyków, profesjonalistów, którzy i tak w przeszłości zdarzało się, że pracowali przynajmniej na część etatu albo wręcz funkcjonowali w systemie chociażby hot desków, co ja znam dobrze akurat ze swojej pracy w korporacyjnym świecie. Więc jest tak, że to wydaje się, żeby miało z nami zostać. Ja nie do końca jestem przekonany i też ci inwestorzy, którzy mają kapitał w przestrzeni komercyjnej, jeżeli chodzi o nieruchomości, też wydaje mi się, że nastawieni są na to, że pracownicy wrócą jednak do centrów pracy. Nie widać, żeby te przestrzenie się zwalniały, co oznaczałoby też, że pracodawcy decydują raczej po roku pracy w tych warunkach lockdownu, pracy często zdalnej, jednak będą częściowo przynajmniej wracali do swojego tradycyjnego miejsca pracy. Trudno jeszcze mówić o na przykład zmianie efektywności przedsiębiorstw. Na pewno wiemy, że spotkanie takie jak to dzisiaj jest znacznie mniej efektywne. O wiele mniej osób się pozna, o wiele mniej osób nawiąże kontakty. Na pewno jest też tak, że ten dialog, który nawet mamy dzisiaj w sposób wirtualny, jest o wiele słabszy, bardziej płytszy, bym nawet chciał powiedzieć. Przez to w jakiejś formule to działa. To samo doświadcza każda firma przecież tej swojej części korporacyjnej i widzi, ja to też widzę wśród swoich pracowników, których u nas są, że ta jakość i efektywność pracy jest po prostu słabsza. I wydaje mi się, że to raczej będzie powodowało, że pracodawcy nie zdecydują się na wprowadzenie tego mechanizmu jako permanentnego elementu w pracy, co nie oznacza, i tutaj trochę do pola pana ministra Tymanka chciałbym powiedzieć, że to nie oznacza, że nie będą modyfikowane prawo pracy, czy nie będą zmieniane reguły, wokół których funkcjonujemy i czy na przykład nie będziemy upraszczali mechanizmów związanych z pracą zdalną, tak żeby po stronie pracodawcy nie było tak dużo obowiązków, jak jest dzisiaj w przypadku telepracy wprowadzony. I to mi się wydaje, że ten mechanizm może powrócić, ale będzie częściej jakby będzie dodatkiem do pracy etatowej, ale natomiast nie będzie tą kwestią, która w 100% go zastąpi. To i tyle, dziękuję. Merci beaucoup, merci. Et je voudrais aussi poser la question à quelqu'un qui sait très bien que ce n'est pas possible de travailler à distance, surtout quand on travaille dans le retail. Gérard, Auchan emploie en Pologne plus de 16 000 personnes. Et comment la pandémie a-t-elle impacté votre façon de travailler et comment vous pensez fidéliser et intégrer davantage vos employés? Et pour finir, je vais chercher une note positive. Si le gouvernement vous le permettait, avez-vous projet d'organiser des centres de vaccination pour vos employés? Bien, merci pour cette belle question, Johanna. Je vais commencer par la dernière. Et donc, oui, 1000 fois oui. On est prêt, on a la place, on peut le faire. On en a parlé depuis très longtemps, depuis le mois de janvier. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas les vaccins. Si on avait les vaccins, on serait tout à fait à même de vacciner nos collaborateurs
Et j'ai même proposé à Monica, on peut aider des plus petites entreprises à être vaccinées dans nos locaux, c'est pas un problème. Donc tout ça, on pourrait le faire. Maintenant, il faut juste qu'on ait l'accord du gouvernement et bien évidemment, et surtout les vaccins. Voilà, donc oui, on est prêt quand vous voulez. Je reviens sur la première question. Et donc, effectivement, on a passé une année compliquée, difficile, sans précédent, au cours de laquelle, comme tout le monde, on a été lié d'être très près à cette pandémie. Ce que je peux dire avec satisfaction, c'est qu'Auchan et nos équipes ont bien passé cette épreuve. Le commerce a continué de fonctionner au service des habitants, de la société, donc ça c'est très bien. Nos collaborateurs étaient là du lundi au samedi, assurant en permanence les marchandises, étant en première ligne pour nos clients et nos habitants. Et donc depuis maintenant plus d'un an, on travaille avec un régime sanitaire strict, d'une part, en respectant les procédures internes bien évidemment, et y compris la rotation des équipes, que ce soit en magasin ou dans les bureaux de services centraux. Et donc, on réussit à ne pas se faire croiser les équipes. Donc ça, c'est très, très bien. Enfin, il y a parfois quelques dérapages, mais globalement, ça s'est vraiment, vraiment très, très bien passé. Et on a pu assurer la santé de nos collaborateurs. Ce qu'on a fait, alors, c'est pas nouveau, mais on peut le renforcer aujourd'hui. C'est l'actionnariat. L'actionnariat, on a lancé un programme d'actionnariat il y a de ça quelques années, très longtemps, et c'est un véritable outil de motivation pour notre personnel. Alors, pour être actionnaire, bien évidemment, il faut avoir de l'argent à investir. Et donc, ce qu'on a fait, on a créé une prime de résultat annuelle qui a été distribuée, là, elle est très récente, hein, puisqu'il y a à peine 3 semaines. On a pu distribuer, je vous donne le montant, bon, ça reste entre nous, on a distribué cette année 12 millions de zlotys à nos collaborateurs. Donc, c'est quand même significatif puisque ces collaborateurs récupèrent un fonds en pourcentage de leur salaire annuel et le souscrivent dans ce fonds qu'on appelle Valpoland, qui est un fonds privé. Et dans ce fonds, il y a aujourd'hui à peu près 55 millions, un peu plus de 55 millions de zlotys. Tout ça appartient à nos collaborateurs. Alors, c'est pas beaucoup, pour y me dire, effectivement, ils sont 17 802 actionnaires de l'entreprise. Pour y dire, bon, c'est pas beaucoup, mais ça commence, c'est bien. Plus on fera de bonnes années, plus les primes de résultats pourront être investies dans ce fonds. Ils peuvent également faire des versements volontaires qu'on va aller abonder. Donc, voilà, on essaie de les aider à bâtir un patrimoine. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, qui tient à cœur du fondateur d'Auchan, puisque ça a démarré en France dans les années 70. Et donc, on a pu le lancer en Pologne. Donc, c'est vraiment un programme vertueux, très, très beau, magnifique, que j'encourage quand vous pouvez, vraiment, vraiment, si vous pouvez le faire, faites-le. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça répond à vos questions. Merci beaucoup. Je peux maintenant dire qu'on a fini la partie de panel. Je voudrais remercier tous les participants. Il y a encore des questions et je vois le message de Monica, on va laisser le temps à poser quelques questions de la part de participants. Par contre, je rends maintenant la parole à Monica qui, si j'ai bien compris, voulait remercier certains de nos invités pour leur participation parce qu'ils sont obligés de partir pour d'autres obligations.